Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce mardi matin pour ce dernier live, je dirais, avant les vacances d'été. Et je suppose que ça aura échappé à personne. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas échappé à notre intervenante. Il y avait un anniversaire le 25 mai dernier qui était celui des 5 ans du RGPD. Et on est ravis pour en discuter et faire ce point 5 ans après. Quelles actualités pour les associations et fondations concernant le règlement général sur la protection des données, d'accueillir Marine Broglie, qui Bonjour. est bonjour Marine. Donc un petit rappel rapidement. Donc on organise un live tous les seconds ou premiers mardis, ça dépend un peu des dates du mois, qui sont des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques par des experts fundraisers dans des structures, ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui, experts dans un domaine et prestataires comme Marine. Ce sont des lives qui sont organisés par GiveExpert, qui est une solution de module de collecte de dons en ligne, utilisée par plus de 125 maintenant organisations et qui a permis de collecter plus de 266 millions d'euros au cours des dernières années. Et comme à chaque fois, j'en profite pour remercier tous les utilisateurs et utilisatrices. Et comme vous le voyez, c'est une suite complète désormais qu'on appartient au groupe Odonet. Donc on a rejoint le groupe Odonet avec un CRM et puis aussi une solution de gestion de communauté qui s'appelle NetAnswer. Mais je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et je vais donc laisser la parole à Marine Broglie qui va nous exposer un peu tout ce qu'il faut retenir de cette date anniversaire phare du RGPD. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle DPO Consulting et qui fait donc que de la protection des données à caractère personnel. On a été créé avant l'entrée en application du RGPD et donc on suit ce sujet-là pour un certain nombre d'entreprises et d'associations aussi, mais aussi d'entreprises de structures du secteur public et associatif. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler un petit peu de ce qu'on doit retenir finalement de ces 5 dernières années. Alors, si avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de qu'est-ce que vous devez faire et quels sont les éléments clés à avoir en tête, je voudrais juste revenir sur ce que fait la CNIL, qui est l'organe de protection des données, qui est en fait une autorité administrative indépendante. C'est elle qui prononce les sanctions, dont vous entendez régulièrement parler, mais elle ne fait pas que prononcer des sanctions, et c'est assez important à retenir. Parce que l'année dernière, il y a eu pas mal de sanctions, plus que les années précédentes. On est effectivement sur une courbe ascendante. La CNIL a fait un choix qui a été celui de ne pas tirer sur l'ambulance pendant la période Covid. Donc en 2020-2021, il s'est passé assez peu de choses en matière de protection des données personnelles, en tout cas en termes de sanctions. En revanche, depuis l'année dernière, elle a repris complètement du service, et elle l'a d'autant plus repris que les innovations technologiques dont on entend parler tous les jours, donc que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la reconnaissance faciale, un certain nombre d'éléments auxquels vous êtes confrontés finalement au quotidien, hein, elle a été confrontée elle-même et saisie sur ces sujets-là. Le Covid, le suivi du Covid, les applications, la possibilité désormais d'avoir un numéro de sécurité sociale unique et d'être identifié par ce numéro-là. Enfin, voilà, un certain nombre d'éléments qui lui ont permis d'être beaucoup plus dans la lumière. Le corollaire, c'est que son activité est davantage, disons que la sanction n'est qu'un petit bout de ce que la CNIL est capable de faire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, elle a quand même une mission d'accompagnement des structures privées comme publiques, et elle produit un certain nombre d'éléments qui peuvent vous faciliter la mise en conformité au quotidien, dans le sens où ce sont des éléments qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger à tout moment sur son site, et avec un état d'esprit qui ne se veut pas taper pour taper sur n'importe quelle structure. L'objectif est vraiment d'accompagner, de faire de la pédagogie, et c'est pour les plus récalcitrants qu'on pourrait avoir un certain nombre de sanctions. Alors quand je dis ça, les plus récalcitrants, c'est vrai, oui et non. Parce qu'en réalité, elle a quand même changé d'état d'esprit. Avant 2022, lorsque elle vous mettait en demeure de vous mettre en conformité, ou lorsqu'elle venait faire un contrôle, ça s'arrêtait un petit peu là. C'est-à-dire que si vous faisiez preuve d'une certaine bonne foi et que vous montriez qu'en fait vous aviez envie de régler le problème et que vous le régliez très rapidement, elle ne prononçait pas de sanctions. C'est désormais complètement différent depuis 2022, puisqu'elle prononce des sanctions. Donc j'ai envie de vous dire que 5 ans après, qu'est-ce qu'on voit? On voit
environ 28% des entreprises qui sont en conformité avec le RGPD et qui s'auto-déclarent en conformité avec le RGPD. Donc, c'est un nombre qui est assez faible. Et surtout, nous, en qualité d'experts indépendants, ce qu'on constate, on a un peu plus de 800 clients et sur ces 800 clients, on s'aperçoit que la moyenne de conformité initiale, quand on vient faire un audit, est plutôt de 44%. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes en dessous de la moitié en termes de conformité. Ce dessous de conformité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses qui sont faites. Et à nouveau, on va revenir sur comment on peut mettre en place ces éléments de conformité. Donc, pour rappel, la CNIL aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle informe, elle protège, elle accompagne, elle conseille et elle anticipe et elle innove. Donc, elle a créé différents bacs à sable pour des sujets qui sont un petit peu touchy, mais surtout, par exemple, dès 2022, en 2022, elle a sorti quand même 7 référentiels, 5 guides, alors des recommandations qui sont beaucoup plus gérées, mais par contre, elle a traité 13 425 plaintes. Il faut savoir que 70% des contrôles qui sont initiés par l'autorité, donc par la CNIL, sont issus de plaintes. Donc le cœur du sujet et le cœur du sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celui de la prospection commerciale. Alors il ne s'agit pas de prospection commerciale quand on parle d'association, mais il s'agit plutôt effectivement d'aller récupérer des fonds, ce qui est une forme de prospection. En tout cas, c'est une forme d'aller récupérer, d'aller solliciter des parties prenantes et des individus à titre personnel. Et c'est sur cette partie-là qu'on va se concentrer puisque, je vous le dis, 70% des contrôles qu'elle initie sont liés à des plaintes de personnes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas sollicité d'informations de votre part, qui en reçoivent quand même et qui, du coup, ça finit par énerver et qui finissent par déposer une plainte auprès de la CNIL. Donc, c'est un élément qui, à mon sens, est effectivement assez important et assez structurant. Hop. Alors, de quoi on parle quand on parle de RGPD? Donc, on parle de changements qui sont pas complètement différents de ce qu'on connaissait par la loi informatique et liberté. En fait, dans le cadre de la loi informatique et liberté, tous les principes en termes de durée de conservation, en termes de prospection, justement, par mail, par téléphone, par SMS, tous ces éléments-là, finalement, n'ont pas changé à l'aune du RGPD. Il y a 2 choses qui ont changé et qui sont extrêmement importantes. C'est ce qu'on appelle la protection des données dès la conception et surtout l'énorme principe que vous voyez à gauche qui est la responsabilisation. C'est-à-dire, en anglais, le terme anglais est un peu plus sexy puisqu'on parle d'accountability. Et la responsabilisation, c'est tout simplement une inversion de la charge de la preuve. Alors, une inversion de la charge de la preuve, ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous étiez présumé, on a un principe en France, qui est un principe de droit pénal, qui dit que vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé que vous étiez coupable. Donc concrètement, c'est pas à vous de vous défendre, c'est au procureur de la République et donc là en l'occurrence à une autorité jusqu'à maintenant, la CNIL, de montrer que vous faisiez mal les choses. Dans le cadre du RGPD, on inverse la charge de cette preuve et donc c'est désormais sur vous que pèse le fait de démontrer que vous êtes en conformité à tout instant. C'est le point névralgique et la grosse différence entre le RGPD qu'on a actuellement et la loi informatique telle qu'elle existe depuis 1978, puisqu'en réalité, tous les autres principes existaient déjà. Donc, cette inversion de la charge de la preuve a un impact fort, puisqu'en fait, elle va vous demander de consolider des preuves à tout instant de votre conformité. Ça veut dire créer des corpus juridiques assez lourds. Et ça veut dire mettre en place des procédures qui soient écrites pour pouvoir les montrer auprès de la CNIL lorsque vous subissez un contrôle. On a aussi quelques nouveautés, notamment celle de la nomination d'un délégué à la protection des données. Ce délégué à la protection des données, ou DPO, est obligatoire dans toutes les entreprises qui traitent des données sensibles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les données sensibles? Ça va être toutes les données qui permettent d'identifier un individu de façon directe ou indirecte, mais surtout qui sont liées à des données de santé, à des données biométriques, à des données relatives à des infractions pénales, ou des données qui plus largement pourraient être perçues comme sensibles. Donc, par exemple, le numéro de sécurité sociale qui n'est pas directement nommé dans le RGPD, mais qui en réalité existe. Les amendes sont beaucoup plus élevées
Alors, il faut noter que les amendes, on est désormais sur 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé, ou 10 ou 20 millions d'euros à partir du moment où on ne peut pas calculer de chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, ce sera entre 10 et 20 millions d'euros, sachant que c'est vous avez les deux typologies de sanctions en fonction du breach de la réglementation dont vous vous êtes rendu coupable. En gros, pour 10 millions d'euros, on est plutôt sur des éléments de forme, du respect du formalisme du RGPD. 4%, on est plutôt sur les fondamentaux, c'est-à-dire les principes clés que vous devez respecter quand vous mettez en place un nouveau projet. En termes de définition, de quoi on parle, je vous ai parlé de la CNIL, qui est effectivement une autorité administrative indépendante. Donc, tous les contrôles qu'elle opère, toutes les sanctions qu'elle prononce relèvent du tribunal administratif. Elle tient son budget de l'État, mais elle a quand même un rôle d'indépendant. Et ensuite, vous avez comme acteurs des acteurs qui sont un petit peu plus, enfin qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que ça va avoir un impact dans les contrats que vous allez signer avec tous vos fournisseurs. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail de chacun des acteurs, je vous ai parlé de la CNIL depuis tout à l'heure. Avant de rentrer dans le détail, de quoi on parle et quand est-ce que le RGPD s'applique? Il s'applique dès lors que vous êtes situé sur le territoire de l'Union européenne, ou dès lors que vous traitez des données à caractère personnel de résidents ou de citoyens de l'Union européenne. Donc, quand je viens de dire ça, j'ai parlé de vous traiter des données à caractère personnel, ce qui veut dire qu'il faut déjà définir ce qu'est un traitement et une donnée à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique et qui permet de l'identifier de façon directe ou indirecte. Le critère qui est le plus important dans ce que je viens de vous dire, c'est le côté permettant d'identifier de façon certaine un individu. Je vous donne un exemple très simple. Une photo de Marine Broglie avec la mention Marine Broglie, comme ça a été le cas pour la promotion de ce webinaire, est une donnée à caractère personnel. En revanche, une photo qui traîne de moi sur Internet, non reliée à un événement, juste ma photo, elle ne permet pas de m'identifier de façon certaine, puisqu'il y a probablement environ 6 personnes sur la planète qui me ressemblent et qui ont exactement les mêmes traits de visage que moi. Ce qui fait que du coup, cette information-là, qui a l'air d'être une donnée à caractère personnel, n'en est pas une. De la même manière, vous allez retrouver votre adresse mail. L'adresse mail professionnelle, donc l'adresse mail personnelle, tout le monde se doute que c'est une donnée à caractère personnel. En revanche, une donnée à caractère personnel qui serait votre adresse mail professionnelle, c'est un peu moins évident. Mais en réalité, ça permet de vous identifier de façon certaine. C'est-à-dire marine.broglie@ mon entreprise, DPO Consulting. Et bien du coup, ça devient une donnée à caractère personnel. Donc, les données professionnelles sont pas nécessairement des données à caractère personnel, mais peuvent l'être. Et ce qui intéresse la CNIL, ce ne sont pas les données qui sont directement identifiantes, puisque ça, en réalité, elles sont souvent trouvables partout, elles traînent sur Internet, ce qui n'en fait pas une donnée que vous pouvez traiter n'importe comment. Pour autant, cette donnée à caractère personnel devient vraiment une donnée à caractère personnel à partir du moment où elle permet de vous identifier de façon certaine. Et sur la partie professionnelle, ce qui intéresse la CNIL, c'est toutes les données que vous allez construire autour d'un individu et qui permettent d'en déterminer un profil ou des informations sur sa vie. Donc c'est souvent pas le nom prénom qui va l'intéresser, c'est que le fait que dans votre tableau il y ait un nom prénom et plein d'informations à côté qui sont des données à caractère personnel, puisqu'elles permettent de vous identifier de façon certaine. Donc, comme je vous le disais, peu importe que ça relève de la sphère privée ou de la sphère professionnelle, et ça concerne aussi des personnes qui seraient en B2B, c'est-à-dire qu'à nouveau, dès lors que vous allez traiter entre professionnels, pour le coup, de la même manière, le RGPD se trouvera à s'appliquer. Comme je vous l'ai dit, il y a des données qui présentent des caractères sensibles par définition, et ces données-là, elles devront faire l'objet d'une protection très particulière. Ce sont les données de santé, l'orientation sexuelle, les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions, aux opinions syndicales, philosophiques ou religieuses, aux données génétiques à caractère biométrique ou celles qui sont perçues comme sensibles, notamment le numéro de sécurité sociale. Il existe un principe clé dans le cadre du RGPD qui vous interdit de traiter ces données. Il y a une exception qui relève finalement de ce dont on parle aujourd'hui, qui est lorsque l'objet de l'association est en lien avec ces données-là, vous avez le droit de les traiter sans nécessairement que cette contradiction générale s'applique pour vous.
Ce qui veut dire que vous êtes une association religieuse, par exemple, vous avez évidemment le droit de traiter des données sur la religion de la personne concernée. En revanche, point très important, vous avez l'obligation, du coup, de nommer un délégué à la protection des données. C'est pas la seule obligation que vous aurez, malheureusement, mais ça fait partie de vos obligations. Donc, je vous ai dit 2 critères. Le premier, c'est d'avoir une donnée à caractère personnel, et le deuxième, c'est d'avoir un traitement sur ces données. Et là, la définition du RGPD est extrêmement large, puisque par définition, c'est tout ce que vous faites sur des données à caractère personnel. Il suffit qu'elles transitent dans un tuyau chez vous pour qu'elles deviennent des données personnelles qui sont traitées par vos soins. Donc, du coup, j'ai 2 critères. Le traitement des données à caractère personnel. Je touche cette donnée, je la vois, j'y ai accès. C'est un traitement de données à caractère personnel. Ensuite, donc, pour les différents acteurs, je vous ai parlé de la CNIL. Il y a 3 autres acteurs qui sont très importants à avoir en tête. Ce sont évidemment les personnes concernées. Les personnes concernées, ce sont celles sur lesquelles vous allez traiter des données. Le responsable de traitement, c'est celui qui va décider de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. Et là, concrètement, c'est très simple. C'est le mandataire, le représentant légal, celui qui en fait décide concrètement. Alors, en réalité, c'est la structure juridique qui est représentée juridiquement par une personne physique. Et c'est très important parce qu'en fait, cette personne physique est pénalement et civilement responsable, tout comme l'entité juridique. Mais donc, le responsable de traitement, c'est toujours l'entité juridique qui a créé la base de données, qui a décidé pour son objet, pour la réalisation de ses missions, de traiter une information. Ce qu'on appelle le sous-traitant, c'est celui qui va intervenir pour le compte du responsable de traitement. Alors, c'est pas la même définition que tous les sous-traitants qu'on peut avoir d'un point de vue juridique. Et donc, ce sous-traitant-là, il va traiter des données pour le compte du responsable de traitement et selon ses directives. La définition entre les deux est très importante puisque en réalité, vos accords que vous pourrez avoir, notamment dans l'acquisition de bases de données pour envoyer par exemple des campagnes de dons, ces éléments-là dans ces acquisitions de bases de données sont très importants à avoir en tête parce que les rôles et responsabilités de chacun sont définis par la réglementation. Et si vous ne les respectez pas, vous pouvez vous retrouver dans la situation où l'autorité va requalifier les responsabilités, requalifier le rôle de chacun et annuler en partie le contrat sur un certain nombre d'éléments et redispatcher les obligations de chacun. Donc ça peut avoir des conséquences qui sont relativement lourdes. Le délégué à la protection des données, je vous en ai parlé, c'est effectivement la personne qui sera en charge, c'est un peu le chef d'orchestre en matière de protection des données, c'est la personne qui va être en charge de déployer les formations, de répondre aux questions en matière de protection des données, mais finalement, ce n'est pas quelqu'un qui a la responsabilité de la mise en œuvre du RGPD. Le DPO n'est jamais responsable du fait que la structure soit en conformité ou ne le soit pas. Et d'ailleurs, il a vraiment un rôle totalement indépendant. De ce point de vue-là, c'est très important à avoir en tête. Alors, les grands principes dont je vous ai parlé, ils sont au nombre de 9. Le premier, c'est la licéité et la loyauté. Donc là, en fait, le principe est simple. Vous n'avez pas le droit de traiter des données dont vous ne connaissez pas l'origine et sur laquelle vous n'avez pas ce qu'on appelle une base légale. Alors, il y a 6 bases légales qui vous permettent de traiter des informations. Soit c'est parce que c'est nécessaire à l'exécution d'un contrat. Donc, par exemple, quand vous avez du personnel qui est salarié au sein de l'association, c'est le contrat de travail. Donc, c'est pour l'exécution d'un contrat, vous avez besoin des données de vos salariés. Pareil pour l'exécution d'un contrat éventuellement de bénévolat, si jamais vous l'organisez avec un contrat de bénévolat, là pour le coup, vous avez une obligation qui est liée à l'exécution du contrat. Vous avez d'autres bases légales qui sont nécessairement le consentement. Donc, par exemple, pour faire venir des personnes à un événement et les inviter à des événements, à moins qu'il n'y ait déjà eu une relation avec vous, si c'est de nouvelles personnes, il vous faudra vous assurer qu'il y a bien eu un consentement. Mais là, je vais y revenir après. Le deuxième principe, c'est la minimisation et l'adéquation. Donc, je n'ai le droit de traiter que des données qui sont strictement nécessaires à l'objectif que je poursuis. Donc, je vais faire simple. Je poursuis comme objectif de faire une levée de fonds.
levée de fonds, d'essayer d'obtenir de nouveaux dons, par exemple. Je lance une campagne de dons. Je ne vais pas pouvoir demander des informations relatives au conjoint, par exemple, de la personne que je vais solliciter pour le don. A priori, c'est pas du tout adéquat et ça n'a aucun intérêt. De la même manière, si son âge peut avoir un intérêt, parce qu'il faut que je m'assure, par exemple, qu'elle soit majeure, un détail sur ses revenus financiers, là, pour le coup, n'a pas d'intérêt dans le cadre d'une campagne de don. En revanche, s'il s'agit, par exemple, de gérer sa succession dans le sens où sa succession nécessite un don, enfin, permet un don au sein de l'association, là, en revanche, je vais pouvoir avoir davantage d'informations. Mais tout ça est très encadré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut réfléchir à est-ce que j'ai absolument besoin de cette information pour réaliser mon objectif, oui ou non. Troisième élément qui est absolument capital, c'est celui de l'information et de la transparence. Vous avez le droit de traiter des informations auprès de tout le monde. Globalement, ce que je vais vous dire, c'est le point à retenir. Il n'y a quasiment rien d'interdit dans le cadre du RGPD. Il y a quelques exceptions, mais il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire. La vraie condition la plus importante, c'est d'être transparent et d'informer les personnes concernées de ce que vous allez faire, de leurs données. Sans ça, effectivement, tout ce que vous pouvez mettre en place, par définition, est illicite. Et d'une manière générale, la CNIL est très regardante sur ce principe-là. Il faut que l'information soit claire, facilement accessible, exit les policies où on comprend rien, avec un langage très verbeux et juridique. Il faut quelque chose de simple, accessible, et c'est ça qui est important. Ensuite, les droits des personnes. Chaque personne a le droit d'avoir accès aux données qui les concernent et que vous traitez sur eux. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention aux zones de commentaires, aux endroits où vous pouvez rentrer plein d'informations, parce que c'est dans ces endroits-là, typiquement, que les personnes pourraient retrouver des mots et des informations qui leur plairaient pas du tout. Alors, en dehors du secteur associatif, on a un magnifique exemple de sanction qui est Foncia ou Boulanger sur le sujet, qui s'amusait dans les zones de commentaires à donner des commentaires absolument atroces. Évidemment, les personnes concernées ont le droit d'avoir accès à ces informations-là, et donc là, vous seriez bien embêtés pour leur transmettre une copie si vous les avez non pas insulter, mais raconter des choses un peu border les concernant. Le transfert des données hors de l'Union européenne, là, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, si ce n'est que, parce que c'est très compliqué, le transfert des données hors UE, par principe, est interdit. Il est toléré dans le cadre où les entités, enfin les pays en question feraient l'objet d'une décision d'adéquation. Bon, il y a quelques pays, notamment le Canada, le Japon, enfin l'Argentine, voilà. En revanche, le point le plus névralgique aujourd'hui, c'est celui des US, puisque vous travaillez tous avec des outils informatiques souvent américains. Et là, vous avez une bataille judiciaire qui est en cours depuis de nombreuses années entre une association, la Commission européenne et les États-Unis, qui fait que de façon assez régulière, les transferts vers les États-Unis sont déclarés illicites. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations assez buesques. Il faut savoir que ça, c'est des sujets qui sont éminemment politiques, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette nouvelle interdiction d'utiliser Google Analytics, parce que en réalité, ce sont des données qui sont transférées directement aux États-Unis. Donc, je vous invite à utiliser des éditeurs américains qui peuvent avoir des hébergements en France. C'est le cas de Microsoft, ça n'est pas le cas aujourd'hui de Google. Donc voilà, vous avez sur la partie transfert de données hors UE, on aura un vrai sujet qu'il faut que vous ayez en tête. Ensuite, vous avez le respect des durées de conservation. On va y revenir. Pour tout ce qui est prospection, on est sur 3 ans à compter du dernier contact, mais toutes les données que vous conservez doivent avoir une durée de conservation qui est proportionnelle à l'objectif qui est poursuivi. Par exemple, les éléments qui sont nécessaires à établir une fiche de paye, finalement, j'en ai besoin pour l'établissement de la paye et pour les corrections qu'il pourrait y avoir pendant les 2-3 mois qui suivent, mais ça s'arrête là. Ensuite, je peux les garder à titre de preuve, mais c'est plus tout le monde qui y a accès de façon généralisée. Et voilà. L'encadrement de la sous-traitance, c'est une des obligations du RGPD, et c'est une nouvelle obligation par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'est le fait que vous devez avoir obligatoirement un contrat écrit qui comprend un certain nombre d'informations. Ça, c'est un point extrêmement important, surtout dans l'acquisition des bases de données.
Le privacy by design et by default, ce sont deux notions qui ont été intégrées avec le RGPD, qui sont en fait finalement le simple fait de s'assurer que tout ce que je viens de vous raconter avant est pris en compte dans le cadre d'un nouveau projet, dans la mise en place d'un nouvel outil interne. Voilà, on doit s'assurer que tous ces éléments-là ont bien été pris en compte. Enfin, on a la sécurité des données. Donc là, je dois mettre en place des mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'assurer la confidentialité et la sécurité des données de façon proportionnelle aux risques qui sortiraient si jamais j'avais des données qui étaient divulguées, perdues ou indisponibles. Ce sont les trois niveaux. Alors, pour se préparer au RGPD, si vous n'avez toujours pas commencé, le premier élément, c'est évidemment de désigner un pilote. Et quand je dis désigner un pilote, c'est souvent désigner un délégué à la protection des données. Si ce n'est pas un délégué à la protection des données officiellement désigné, il faudra s'assurer quand même que cette personne-là dispose des compétences nécessaires. Donc, il faudra la former. Il y a plein de formations qui sont disponibles. Il y a le MOOC de la CNIL, l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, propose également des MOOC gratuits en ligne, au moins pour se familiariser avec les premiers éléments. Il existe évidemment beaucoup d'autres moyens de se former, mais en tout cas, cette personne-là devra avoir en charge le fait de mettre en conformité la structure juridique. La deuxième étape, qui est probablement la plus importante, c'est celle de la cartographie des traitements de données. C'est ce qu'on appelle le registre des traitements. Jusqu'à maintenant, vous faisiez des désignations, des déclarations auprès de la CNIL. C'est terminé. Je vous ai dit, on inverse la charge de la preuve. Donc, c'est à vous de conserver en fait des mini-déclarations internes. Et ces déclarations internes ne sont ni plus ni moins que la liste de tous les processus métiers que vous avez au sein de la structure. Donc, pour chaque fonction, RH, recherche, ça peut être beaucoup d'éléments. De ce point de vue-là, à chaque fois, vous allez avoir à lister tous les process. Donc, je prends la partie RH parce que c'est celle qui est la plus commune. Sur la partie RH, je vais avoir le recrutement, la gestion de la vie du collaborateur, la gestion de la partie disciplinaire, et puis enfin, pour terminer, je vais avoir le départ du collaborateur. Chaque étape correspond à des processus métiers, et donc à chaque fois, pour chaque process, je vais traiter des données. Il existe sur le site de la CNIL des registres types qui sont gratuits, que vous pouvez prendre, qui peuvent servir de modèle. En tout cas, ils lui sont par définition totalement opposables. Ensuite, sinon, il y a plein d'outils qui existent sur Internet, et je vous invite vivement à aller les voir. Ensuite, il faudra prioriser les actions à mener. Vous ne pourrez pas tout faire. On estime en moyenne que pour être en conformité, il y a 70 actions à mener. Ces 70 actions représentant en moyenne 190 jours hommes. 190 jours hommes, ça veut dire quasiment un ETP. Je pense que vous n'avez pas un ETP à disposition pour vous mettre en conformité, et que surtout, il y a beaucoup d'autres sujets. C'est un investissement qui est lourd. Donc, il faut prioriser et se dire quelles sont les actions que je mets en priorité et quelles sont celles justement sur lesquelles je peux me dire c'est pas grave, je vais attendre qu'on décommissionne un outil, je vais attendre l'année prochaine, mais je prends ma part de risque. Ce qui m'amène d'ailleurs à la quatrième étape, qui est celle de gérer les risques. Alors, sur la gestion des risques, on est là sur une évaluation de la conformité des traitements. Donc, en fait, il va falloir réfléchir à chaque fois à quel serait l'impact potentiel sur les personnes concernées si la donnée était altérée, divulguée ou perdue. Je prends pour rappel mon histoire de succession où je vais avoir des informations particulièrement sensibles, ou par exemple mon histoire d'association. Je prends une association dans le secteur de la santé, par exemple dans la lutte contre le cancer. Je vais avoir des données extrêmement sensibles puisque je vais avoir plein d'informations sur des adhérents et leur passif en matière de santé. Quel serait l'impact potentiel si ces données étaient altérées, perdues ou divulguées? Alors, altérées, perdues, je vais avoir un impact psychologique, mais pas nécessairement d'impact financier. En revanche, si elles étaient divulguées, j'aurais non seulement un impact psychologique, mais j'aurais aussi
pas mal d'impact financier, puisque à cause de cette divulgation, je peux me retrouver à ne pas avoir le droit à un emprunt, à ne pas avoir un poste. Il peut se passer beaucoup de choses à cause de cette information divulguée. Donc, c'est vraiment une approche par les risques qu'il faut avoir en tête dans le cadre du RGPD. Sur tous les traitements sur lesquels je vais avoir des risques assez élevés, comme je viens de vous l'annoncer, sur tous ces traitements-là, par défaut, il faudra que je mette en place des mesures techniques et organisationnelles beaucoup plus poussées. Enfin, organiser les processus internes et documenter la conformité, ça va de pair, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je mette en place des process pour respecter les droits des demandes des personnes concernées qui peuvent me demander d'avoir des accès. Il va falloir que j'ai des procédures pour le fait d'avoir une violation de données, si jamais j'ai des ordinateurs qui sont perdus, par exemple. Tous ces éléments-là doivent être documentés et je dois conserver les preuves de ces procédures et politiques à mettre en place. Alors, on passe rapidement au sujet qui est le plus, je dirais pas le plus important aujourd'hui, mais qui me semble quand même assez important. C'est la possibilité d'avoir des contrôles de la CNIL. Donc, juste à avoir en tête que la CNIL fait 3 types de contrôles. Elle fait des contrôles qui sont sur place, sur convocation et en ligne. Sur place, vous êtes rarement prévenu. Et quand vous êtes prévenu, c'est que ça va, c'était pas trop grave. Quand elle fait un contrôle sur place, en règle générale, c'est très très grave. Elle vient avec des officiers de police judiciaire. Elle pense qu'il y a non pas seulement des infractions au RGPD, mais des infractions pénales, puisque pour rappel, certaines dispositions du RGPD ont été transposées et sont dans le code pénal aujourd'hui. Enfin, c'est pas une transposition au sens juridique du terme, mais elles sont dans le code pénal. Et nécessairement, là, vous avez un OPJ qui vient, c'est assez violent. En tout cas, sans être violent, c'est brutal. Et ça a quand même de gros impacts. L'audition sur convocation, vous êtes nécessairement prévenu et vous aurez du coup à vous défendre d'un certain nombre d'éléments. Le contrôle en ligne, c'est celui qu'elle fait le plus. Alors le plus. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus de c'est un peu plus de 55% des contrôles qu'elle opère. Elle le fait. Là, vous n'êtes pas du tout prévenu, mais en fait, elle regarde votre site. Elle vérifie si on peut accéder à la base de données depuis votre site. Elle vérifie les éléments de base en termes de sécurité, les éléments en termes d'information. Donc, s'il y a un truc qui doit être vraiment nickel chez vous, c'est cette partie-là. Cette partie-là et le respect aussi des droits des personnes concernées. Donc, à nouveau, quand vous allez faire des campagnes notamment de dons, mais en tout cas des campagnes marketing, ces campagnes doivent s'opérer sur la base d'un consentement. Alors, il y a une exception sur laquelle je vais revenir, mais ce consentement doit être express, libre, éclairé, spécifique et univoque. Alors, tout ce que ça veut dire qu'en fait, il peut pas être noyé au milieu d'un certain nombre d'autres choses. Il doit être très clair avec une case à cocher qui est nécessairement un opt-in, c'est-à-dire que la case n'est pas précochée et la formulation de la phrase c'est « j'accepte de recevoir des informations ». Vous devez être capable à tout moment de démontrer que vous avez eu ce consentement-là, donc il va falloir tracer les consentements et tenir un genre de registre des consentements. Et surtout, il doit être spécifique à chaque finalité. C'est-à-dire, je n'accepte pas de donner mes informations pour que vous en fassiez tout et n'importe quoi. J'ai accepté pour recevoir des informations marketing. Point. Des campagnes de votre part. Point. Je ne vais pas accepter pour que vous en fassiez autre chose. Donc, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de spécifique avec les données, il faudra donner un consentement. Et éclairer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir avoir ce côté information très claire et limpide de l'autre côté. Un point qui n'est pas sur la slide, mais qui est très important à avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un consentement si c'est pour proposer des produits ou services qui sont analogues. Je m'explique. On est une association de protection des animaux. Vous avez une personne qui a fait un don, qui a accepté de recevoir des communications, mais donc du coup, elle a fait un don. Donc en fait, en ayant fait un don, à partir de ce moment-là, une relation a été créée entre la personne et l'association. Et donc du coup, par définition, pour l'inviter à des événements associés, je sais pas, ça peut être une journée porte ouverte pour venir voir les animaux, ce genre de choses. Bah, typiquement, dans cette hypothèse-là, je ne vais pas avoir besoin d'un consentement puisque je vais lui proposer des produits ou services qui sont analogues et qui font partie d'un tout.
Donc cette notion est très importante parce qu'elle est beaucoup utilisée en marketing pour avoir justement je dirais pas des leads supplémentaires, mais des prospects supplémentaires. Donc les informations qui sont nécessaires dans le cadre d'une mention CNIL, ce sont toutes les informations que vous voyez ici, donc l'identité et les coordonnées du responsable de traitement, les coordonnées du DPO, là où les finalités, les destinataires ou catégories de destinataires, les catégories de données concernées et le fait qu'il y ait un transfert ou non de données. Vous avez la possibilité d'ajouter plus d'informations, mais alors, point très important, si vous avez acquis une base de données d'un tiers, vous avez l'obligation de mentionner le fait que vous avez acquis cette donnée, que vous avez cette information-là et que vous êtes en mesure de lui écrire, du fait que vous avez échangé avec un tiers, que vous avez récupéré ces informations d'un tiers. Ça, c'est une obligation. C'est l'article 14 du RGPD qui vous impose de rajouter la manière dont vous avez obtenu ces informations. Alors, dans le cadre de campagne emailing, ce que dit le texte est assez clair. Donc, comme je vous le disais, consentement qui doit être recueilli sur la base d'un opt-in, pas de case qui soit précoché, avec un moyen simple, spécifique. À chaque fois, vous avez un exemple opérationnel juste à côté. Par exemple, j'accepte de recevoir des offres commerciales, des informations de la part de X par voie électronique. Vous ne pouvez pas dire par voie électronique, par SMS, par courrier, tatati tata. Exception très importante aussi, vous n'avez pas besoin d'un accord préalable pour du format papier. Et ça, c'est intéressant parce que autant pendant un moment on était noyé sous les journaux, les informations, les comment dirais-je, les prospections par voie papier, autant aujourd'hui on a la boîte mail qui est complètement sous l'eau, mais pas notre boîte aux lettres. Donc sur ce sujet-là, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'un consentement et que vous pourriez arroser toute la région autour d'un centre de réception pour animaux, enfin de réception de comment dirais-je, de refuge pour animaux. Voilà. Vous avez il faut laisser à n'importe quelle personne la possibilité de s'opposer avec un moyen gratuit, simple, direct, facilement accessible. J'ai donc un parallélisme des formes. Si le consentement a été donné par une case à cocher, il doit pouvoir se retirer avec la même case à cocher, c'est-à-dire avec en bas du message, en bas du mail, pour ne plus recevoir nos messages, cliquez ici. Et je dois pas avoir 10 clics après, j'en ai qu'un seul. Le consentement des enfants est un petit peu particulier puisqu'en l'occurrence, pour les mineurs de moins de 15 ans, il doit être autorisé par l'autorité parentale. Donc, vous demandez systématiquement la date de naissance à la personne et si elle a moins de 16 ans, on lui demande l'adresse mail de l'un des parents pour obtenir l'accord. La sécurité, je vous l'ai dit, c'est la mise en place de mesures très techniques et organisationnelles. Alors organisationnel, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire avoir des habilitations qui soient claires. Quand un collaborateur s'en va, il n'a plus ses accès. Ça veut dire vous assurer qu'il y a au minimum des pare-feux, un VPN pour le travail à distance. Il y a énormément de choses qu'on pourra voir si on a l'occasion un jour sur la sécurité des éléments à mettre en place. Et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas réutiliser des données pour d'autres éléments. Donc ça, c'est le petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas collecter des adresses électroniques de particuliers sur des sites internet ou des forums de discussion. Vous ne pouvez pas présumer avec de la case à cocher, du consentement. Et vous ne pouvez pas conditionner l'accès à un service, l'achat d'un bien ou le bénéfice d'une réduction à l'acceptation de recevoir des messages publicitaires. Bon. Je fais vite parce que je sens que j'ai plus beaucoup de temps. Juste très rapidement. Lorsque vous acquérez des bases de données, très important, il faut s'assurer que la base de données qui a été achetée, louée ou échangée ne contient que des données de personnes qui ont donné leur consentement. Il faut vous assurer de la qualité des données fournies. EDF a pris 300 000 € sur ce sujet, il y a très récemment, là, en début d'année, au mois de mars, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver que la base de données qu'ils avaient acquise avait bien le consentement. Donc, il faut vous assurer, il faut que le prestataire vous l'écrive noir sur blanc, qu'ils ont bien eu le consentement et surtout qu'ils vous fournissent les preuves de ces consentements. Il faut le vérifier.
Et cette vérification vous incombe. Sinon, c'est à nouveau, là, enfin, EDF, c'était 300 000, mais ça pourrait être autant pour chacun d'entre vous. Ensuite, séparer les données achetées et louées des données propres de l'entreprise. C'est très important aussi parce que du coup, si vous avez des problèmes, en fait, il faudrait pas qu'on se retrouve à devoir supprimer toute la base de données. Et ensuite, l'engagement contractuel écrit de fournir la base de données qui soit opt-in. Très important aussi, il faut informer les personnes sous un mois. C'est-à-dire que quand vous allez les solliciter, vous devez les informer, leur envoyer, enfin, quand vous avez reçu leurs informations à intégrer dans une base de données, il faut leur envoyer un courrier d'information sous un mois pour leur dire attention, nous avons reçu, enfin pas attention, faut le formuler, faut rendre le truc un peu sexy. Nous avons reçu vos informations de la part d'un tiers. La personne doit avoir la possibilité de s'opposer à recevoir des informations de votre part. Et si elle s'y oppose, vous ne devez plus lui envoyer de prospection. Si elle ne s'y oppose pas, pas de souci, vous continuez. Ensuite, juste un tout petit focus sur Google Analytics que j'ai légèrement évoqué tout à l'heure. On a vraiment l'histoire dure depuis maintenant 4 ans. 4 ans avec des versions différentes, des prises de position qui ont été d'un côté comme de l'autre. Donc, on avait la CNIL qui s'était lancée sur le sujet et qui a lancé ses lignes directrices qui disaient non, pas de Google Analytics. Ensuite, le Conseil d'État était revenu sur ces interdictions. Il y a eu des lignes directrices et des recommandations. Elle a sorti un plan de contrôle en 2021 qui finalement s'est réalisé à partir de 2022 où là, on a lancé un certain nombre de sanctions. D'une façon générale, tous les consentements, ce qui va être cookies liés à de la publicité suivie, des mesures d'audience et des réseaux sociaux, vous aurez l'absolue nécessité d'un consentement. En revanche, dès lors que ça va être la fourniture d'un service qui est expressément demandé par l'utilisateur, par exemple l'authentification régulière ou les paniers de chat, pas de consentement préalable. J'ai été peut-être un petit peu longue. Non, voilà. Non, c'était parfait et très instructif. Du coup, j'en ai à peu près fini. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui, comme vous le savez, vous pouvez laisser des commentaires à droite et donc Ophélie va nous rejoindra pour partager ses commentaires et donner l'occasion à Marine de répondre à ses questions. En attendant, est-ce que on voit mon écran? C'est tout bon. Donc, en attendant, l'idée, c'est de vous montrer comment, au niveau de GiveExpert, tout ça peut se matérialiser. Donc, la première notion, bien sûr, c'est la notion sur laquelle il y avait un slide complet, de bien avoir une mention légale au pied du formulaire qui reprend l'ensemble des informations nécessaires. Donc, le nom du responsable de traitement, la finalité du traitement, la destination des données, la durée de conservation, voilà, et puis la manière donc de contacter le service donateur pour pouvoir accéder à ces données, les faire rectifier au demeurant si on le souhaite. Il y a aussi la logique de minimisation donc de la collecte. Donc là-dessus, il faut être attentif parce que en effet, on peut avoir la volonté d'ajouter plein de champs sur son formulaire de don pour qualifier ses donateurs. Donc là aussi, c'est un sujet. Je vous montrerai très rapidement ensuite comment ça se passe. On a tout ce qui concerne le consentement des cookies, qui est aussi géré au niveau de l'outil. L'hébergement qui se fait en France principalement et puis parfois en Suisse aussi, mais comme le disait Marine tout à l'heure, la Suisse fait partie, elle citait la notion de pays qui avait une adéquation donnée par la Commission européenne. C'est le cas de la Suisse qui a adapté sa législation, donc en fait il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Et conformément au bulletin officiel, à la feuille officielle des impôts, BOFIP, on conserve pendant 6 ans les données sur les donateurs et ensuite on les anonymise. Pourquoi 6 ans? Parce que c'est ce qui est demandé en cas de contrôle fiscal du donateur, de pouvoir que l'organisation puisse prouver que le don a été effectué par le donateur. Donc, comment ça se matérialise? En fait, ça se matérialise au niveau du formulaire de don par la possibilité donc de gérer tout d'abord donc la mention légale sur laquelle vous avez la main.
il y a la possibilité d'ajouter des champs complémentaires. Là encore, il faut s'interroger sur la nécessité ou pas, dans un principe de minimisation, d'ajouter ce champ. Quel va en être le traitement? Est-ce qu'il a une utilité derrière? On a la possibilité ou non d'activer un opt-in newsletter. C'est un sujet qui est souvent débattu. Je pense que Marine a donné une réponse très claire là-dessus, en disant que en principe un donateur, on peut l'abonner vu que c'est un service analogue à sa newsletter. Mais bon, si on souhaite avoir une sorte de double opt-in, si je puis dire, je sais pas si c'est le bon terme, là à ce moment-là, on a la possibilité, de lui demander de cocher cette case. De base, on ne demande pas la date de naissance, mais j'en profiterai pour poser la première question à ce propos juste après. Et on collecte, on va dire, les éléments nécessaires pour émettre notamment un reçu fiscal dans le cadre d'un don, donc qui correspond à un intérêt légitime de traitement, donc de ce paiement du don. Donc le nom, prénom, l'adresse email et l'adresse postale, le numéro de téléphone étant optionnel. Et puis pour terminer, vous montrer en back office donc la gestion tout d'abord des cookies. Donc cette possibilité, alors il reste Google Analytics, mais on privilégiera peut-être Matomo, qui est une solution qu'on peut aussi mettre à disposition et qui a le mérite de nécessiter des cookies que à partir du moment où il y a un enregistrement de ce qu'on appelle le e-commerce, donc c'est-à-dire de la transaction, et auquel cas on peut en effet demander un consentement qui va faire apparaître une barre sur laquelle il va falloir choisir entre oui, non, et donc c'est-à-dire que le tag JavaScript qui va déposer le cookie ne se déclenchera que s'il y a acceptation par le donateur. Donc voilà, c'est vraiment une manière de mettre en application à l'échelle du formulaire de don, qui, comme je l'ai bien retenu, peut faire l'objet d'une visite un peu donateur mystère de la part de la CNIL, donc auquel il faut être attentif. Ce que je vous propose, c'est, comme d'habitude, on va vous laisser 2 petites minutes pour répondre à un questionnaire en flashant ce QR code. Le lien va aussi être mis dans les commentaires, de manière à ce que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de cet atelier, si vous avez des idées pour les futurs lives. Et on reprend la main dans 2 minutes pour une dizaine de minutes qui nous reste disponible de questions-réponses avec Marine Broglie. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire. Et on va arriver au temps de questions-réponses. Et j'ai le plaisir d'inviter Ophélie Legrand à nous rejoindre pour interroger Marine par rapport aux commentaires que vous avez pu laisser. Merci Marine, merci Alexandre pour ces éléments qui étaient effectivement très instructifs. Même moi, j'ai encore appris plein de choses ce matin. Nous avons une première question de Michel qui nous demande quand un ou une bénévole d'une association utilise ses propres outils informatiques, quelles précautions élémentaires doit-il ou doit-elle prendre pour protéger les données qu'il ou elle peut être amené à recevoir ou exploiter ?
Alors, dans ce que lui doit mettre en place, en fait, c'est plutôt ce que vous allez devoir lui imposer. C'est-à-dire, vous allez devoir lui imposer ce qu'on appelle soit une charte informatique, soit ce qu'on appelle une PSSI. C'est-à-dire que vous allez lui imposer un certain nombre de mesures de sécurité. Alors, ça pèse sur vous, mais en fait, sur lui aussi. Donc, ce que vous allez lui demander, c'est évidemment de ne pas utiliser un ordinateur qui n'aurait pas un minimum de protection. Donc un firewall, un antivirus, ça a l'air bête, mais un antivirus, la possibilité d'avoir un mot de passe qui soit extrêmement sécurisé. Donc pas de session qui est totalement ouverte, c'est-à-dire vous ouvrez l'ordinateur et il n'y a pas de mot de passe, ça n'est pas possible. Il faut nécessairement un minimum de mot de passe. Mot de passe qui sera sécurisé par la CNIL, attention, c'est minimum 13 caractères, alphanumérique avec des caractères spéciaux. Ouais. Donc celui-là, il faut bien le retenir, faire une phrase dans sa tête, ça peut être n'importe quoi, mais du coup, celui-là, il faudra bien le retenir. Ça, c'est le minimum. Ensuite, vous assurez que la personne en question a au moins une assurance. Ça a l'air bête aussi, mais souvent quand on fait appel à des bénévoles, à des freelances, on vérifie pas qu'il y a une assurance en responsabilité civile. Ça peut même être personnel, mais il faut qu'il y ait une assurance en responsabilité civile parce que s'il y a le moindre sujet, en fait, il faut que ce soit protégé puisque sinon la personne sera même pas solvable. Ensuite, il y a un certain nombre de critères que vous allez lui imposer dans la façon d'utiliser les outils, puisque là, je pense qu'on parle elle utilise en fait son ordinateur. Pour autant, j'imagine quand même que vous lui mettez à disposition un certain nombre d'éléments, donc d'outils informatiques, et c'est dans l'utilisation de ces outils informatiques-là qu'il va falloir lui donner un certain nombre de directives. Enfin, dernier élément, c'est que faut que vous ayez quelque chose de signé. Faut vous assurer aussi que vous ayez la maîtrise et la main sur des accès qu'elle pourrait avoir sur des bases de données. Donc, ça doit être à votre main de pouvoir couper les accès. Ce qui se fait beaucoup quand on travaille avec des bénévoles, c'est que c'est eux qui vont créer leur compte quelque part, et donc du coup, en fait, vous n'avez plus la main sur rien. Donc, si demain il y a des données à caractère personnel d'adhérents, de personnes qui sont dans l'association ou de personnes qui sont aidées par l'association, en fait, là, vous n'aurez absolument rien pour arrêter l'hémorragie, si je puis dire. Ok, merci beaucoup Marine pour ces précisions. Alors, on a 2 questions d'Alexandre. La première, il me semble que pour les associations, la CNIL indique qu'il y a une exception pour avoir le consentement lors de la collecte des emails. Qu'en est-il ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'exception pour les associations. Il y a en fait, d'une façon générale, quand vous allez collecter des informations, il y a 2 options. Soit c'est parce que la personne a voulu vous faire un don, et auquel cas, en fait, il y a un contrat qui s'opère entre vous et eux, même si ce contrat n'est pas rédigé et pas écrit. D'un point de vue juridique, il y a un contrat qui s'opère, et donc l'information est nécessaire à l'exécution du contrat. Et là, effectivement, si vous voulez demain renvoyer des informations pour refaire des campagnes ou l'inviter à des événements, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans avoir un consentement. De la même manière, vous n'avez pas besoin de consentement pour traiter des données sur les personnes qui sont concernées par votre association. Je reprends mon histoire, par exemple, de lutte contre le cancer, qui va accompagner, par exemple, des personnes dans la maladie. Là, concrètement, les données que vous allez traiter et collecter sur ces personnes-là, vous n'aurez pas besoin d'un consentement. Ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que les données que vous traitez pour accompagner les personnes qui sont concernées par votre activité d'association, il n'y a effectivement pas besoin d'un consentement. En revanche, pour commencer à faire des campagnes qui sont des campagnes, je dirais un peu plus marketing pour obtenir des dons, là, concrètement, vous allez avoir besoin d'un consentement comme pour n'importe quelle prospection. Est-ce que c'est plus clair, cette distinction ? Je pense que c'est intéressant parce que c'est là qu'est le sujet. Ah, il a disparu. Du coup, vous n'avez plus de micro. C'est bon. Ah, je suis de retour. Fantastique. Ouais. On m'entend ? Oui. Ok, donc je sais pas pourquoi j'étais coupé. Ok. Donc je disais, je pense que c'est là que la différence est vraiment entre le don
et puis la collecte de prospects, donc typiquement la collecte de leads. Quel type de consentement on doit obtenir au moment où, par exemple, on propose de télécharger un livre blanc, de s'abonner à une newsletter, ou ce type de démarche qui forcément amènera à prospection pour de la collecte de dons à court ou moyen terme. Alors, c'est là où effectivement on va avoir un enjeu. C'est-à-dire que sur la première partie, la personne a fait un don, vous la recontactez par la suite. On est sur je propose des produits et services analogues. Je suis donc sur l'exception et je vais donc pouvoir me passer d'un consentement. En revanche, dès lors qu'il s'agit de faire de la prospection pour obtenir j'allais dire un avantage financier qui n'en est pas un, mais en tout cas dans le cadre de campagne pour effectivement avoir des adhérents qui donnent. Là, en revanche, on est vraiment, il n'y a pas d'exception en matière de consentement. Vous devez obtenir un consentement. Là où vous n'avez pas besoin d'obtenir de consentement, c'est pour les prestations que vous allez fournir auprès de personnes que vous accompagnez. Je m'explique. Si je prends par exemple un de nos clients, qui du coup une association dans le domaine animal, il n'y en a pas 150 000, enfin si il y en a 150 000, mais en tout cas la plus connue. En tout cas pour cette association là, la problématique va se poser sur voilà, je vais accompagner des familles dans le cadre de l'intégration d'un nouvel animal. Là en fait, pour ces données là, je vais pas avoir besoin d'un consentement puisqu'en fait là j'ai véritablement un intérêt légitime à agir qui est celui du bénéfice pour la personne qui va bénéficier finalement de ce que je propose, c'est-à-dire de l'objet social, l'objet de mon association. L'objet de mon association, c'est effectivement de sauver les animaux, d'accompagner les familles. Pour cette partie-là, je vais pas avoir besoin d'un consentement. En revanche, je veux faire une campagne de dons pour que tout le monde me donne des sous pour sauver les animaux. Et là, en revanche, j'ai besoin d'un consentement. Il faut vraiment raisonner par finalité, c'est-à-dire par objectif que je poursuis. Si l'objectif me concerne moi, c'est-à-dire que je veux obtenir des dons et tout ça, là, il va falloir un consentement. Si l'objectif concerne finalement l'adhérent ou les personnes qui sont concernées par l'objet de mon association, là pour le coup, c'est pas du tout la même chose. On a un intérêt légitime à agir. Il y avait une deuxième question d'Alexandre pour le Privacy Shield. Voyez-vous les négociations aboutir en 2024? Non. Non. Alors, pour le Privacy Shield, malheureusement, je suis allée encore à une conférence dans laquelle j'ai eu la joie de rencontrer le responsable juridique de l'association NOIB, qui est à l'origine de l'invalidation du Privacy Shield à plusieurs reprises. Alors, on va être clair, ils ont là aujourd'hui lancé un peu moins d'une trentaine de procédures devant chaque autorité de pays de l'Union européenne. Donc, ça vous donne une idée de, tiens, en fait, ils ont obtenu gain de cause dans le cadre de l'invalidation du Privacy Shield. On pourra avoir un accord qui interviendrait d'ici 2024, et encore que, franchement, pour le coup, ça nécessite tellement de discussions que, admettons qu'on arrive à avoir un accord, dans la seconde qui suit, NOIB va lancer une procédure judiciaire pour faire invalider à nouveau cet accord. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai un accord l'année prochaine, il sera invalidé. Mais c'est une guerre politique, c'est une guerre politico-judiciaire. C'est pas du tout, j'ai envie de vous dire que ça n'a même plus rien à voir avec la protection des individus. Il faut quand même avoir en tête que pourquoi on a ce Privacy Shield, on est sur un acte américain qui est suite à ce qui s'est passé lors des attentats de 2001, des Twin Towers. Lorsqu'on a eu cet attentat juste après, en fait, le gouvernement américain a mis en place une réglementation qui lui permet d'avoir accès, par le biais des renseignements généraux, avoir accès à n'importe quel serveur et à n'importe quelle information contenue sur les serveurs sur le territoire américain. Donc, en réalité, c'est ce qui gêne la Commission européenne et les éléments qui font que le Privacy Shield, en fait, d'une façon générale, ne pourrait jamais être respecté. C'est-à-dire quand bien même les États-Unis mettraient en place tout un tas d'éléments pour que
les individus puissent être protégés, qu'il y ait des procédures judiciaires qui puissent être intentées par des résidents européens sans que ce soit trop compliqué. Plein de choses peuvent être mises en place et c'est d'ailleurs ce que propose le Privacy Shield. Pour autant, on aura toujours ce problème de base qui est que les renseignements généraux ont toujours accès aux informations contenues sur les serveurs américains. Donc, par définition, tant que cette réglementation américaine existera, vous aurez NOIB qui fera annuler les décisions et qui obtiendra gain de cause à chaque fois, puisque le respect du principe de confidentialité ne peut pas être tenu. Donc c'est interminable. Cette situation durera longtemps, très longtemps. Merci Marine. Comme il est 10h, on va peut-être refaire une dernière précision concernant l'opt-in et l'opt-out, parce qu'on a un commentaire disant que pour la prospection caritative, c'est de l'opt-out. Donc peut-être juste terminer là-dessus. Alors, pour la prospection caritative, c'est de l'opt-out. En fait, ça dépend par la voie par laquelle vous allez collecter l'information. Le sujet n'est pas, en fait, est-ce que c'est du caritatif ou pas du caritatif. Le sujet est le moyen dont vous allez, la finalité pour laquelle vous allez traiter l'information, surtout, mais surtout le moyen par lequel vous allez l'utiliser. C'est-à-dire si c'est de la prospection par voie téléphonique, par courriel, par email ou par voie SMS. Quand vous allez être sur de la prospection par voie électronique, et donc là on entend mail, SMS, MMS, quel que soit l'objet, vous aurez toujours un consentement qui sera nécessaire sur la base d'un opt-in et pas d'un opt-out. Juste pour la différence entre l'opt-in et l'opt-out, c'est la formulation de la phrase qui est au lieu d'avoir j'accepte de recevoir des informations, la case n'est toujours pas précochée, mais il est écrit je ne souhaite pas recevoir d'informations. Ce qui veut dire qu'il faut que vous alliez cliquer pour dire que vous ne souhaitez pas recevoir d'informations. C'est la formulation qui est un petit peu différente. Mais en réalité, vous avez toujours un consentement. Super, merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. De toute façon, s'il reste des questions, on vous invite à continuer à les partager dans le chat. On pourra y répondre par la suite ou contacter directement Marine. Je pense qu'il se fera un plaisir de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions supplémentaires, sachant qu'il y aura bien évidemment un replay de ce live et de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Ce sera retranscrit non seulement avec le live vidéo, mais également en article. Donc, on va pouvoir mettre en page l'ensemble des questions que vous avez posées. Et on va retraduire par écrit l'ensemble des réponses également. Comme ça, vous pourrez vous y référer à tout moment, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'informations ce matin. Mais lorsque vous souhaiterez le mettre en place ou vous aurez un questionnement parce que vous serez en train de travailler sur le sujet, ça vous permettra de vous y référer très facilement. Donc voilà pour le live de ce matin. Un grand merci Marine et Alexandre pour votre intervention. Merci à vous pour votre invitation. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Marine pour toutes ces informations. Et puis une excellente journée à toutes et tous. On fera une pause en août au niveau des lives. Et donc on se donne rendez-vous à la rentrée. Merci beaucoup. Très bonne journée.